Salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui, on parle de l'autocorrélation des erreurs, ou encore de l'indépendance des erreurs. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors, avant de commencer, je voudrais dire que la base que j'ai utilisée, je l'ai déjà importée. C'est elle qui est dans Data 1 ici. C'est enfin une base d'un exercice qui colle bien avec la réalité que je voudrais t'expliquer. Ça y est. Donc, je voudrais te dire de ne pas t'inquiéter si tu appliques ces commandes, enfin, ces codes que je vais te montrer et le raisonnement à ta base de données, ce sera exactement la même chose. Alors, de quoi il s'agit? Tu sais, jusqu'ici, dans cette série, nous avons parlé de long en large du modèle de régression linéaire. Et puis, pour faire le modèle de régression linéaire, la méthode des moyennes carrées ordinaires nous a rendu un service énorme jusque-là, n'est-ce pas? Seulement que la méthode des moyennes carrées ordinaires est basée sur des hypothèses qui sont très fortes, on dira a priori. C'est un ensemble d'hypothèses, un corpus d'hypothèses qui, quand elles ne sont pas vérifiées ou bien l'une d'entre elles n'est pas vérifiée, ça fait écrouler comme enfin, le sens, le fondement même de la méthode des moindres carrés ordinaires. Et l'une de ces hypothèses, c'est l'hypothèse donc de l'indépendance des erreurs. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Disons qu'il y a une connexion entre le fait de l'indépendance des erreurs elles-mêmes et de l'hypothèse, enfin l'hypothèse qui est pratique, l'hypothèse qu'on pourra utiliser, qui est l'hypothèse donc d'indépendance entre les valeurs de Y. Je t'explique de quoi il s'agit. Tu vois, quand on va dans notre population et qu'on est en train de collecter notre variable dépendante, la variable Y, ça y est, on fait l'hypothèse de ce que quand je prends pour un individu, je prends pour un individu et je prends pour un autre individu, c'est que ces deux individus n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc les valeurs n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors que généralement, lorsqu'on travaille avec les données comme les séries temporelles, l'observation que je prends à la date 1 et l'observation que je prends à la date 2, généralement, puisque le temps est très rapproché, c'est les séries qui sont temporelles, le temps est très rapproché, ces observations sont, disons, dépendantes, c'est que l'un et l'autre sont associés. On est d'accord? Bon, je prends un autre exemple. Je suppose que on va dans une ville et puis on demande la taille des individus. Bon, si c'est de façon random, ça n'aura pas d'impact. L'individu, cet individu, rien à voir l'un avec l'autre. Alors que je suppose qu'on est dans une famille de basketteurs, par exemple, tu vois, et on prend la taille du père, alors que le père a inculqué sa passion du basket aux enfants, tu vois. Donc, les tailles seront un peu comme associées entre elles et puis, tu vois, donc il y a ces problèmes-là qui se posent parce que quand donc les variables de cette façon ne sont pas indépendantes, ça fait que le modèle des moyennes carrées ordinaires ne tient plus la route. Et bon, quand cette hypothèse est violée, c'est là qu'on passe maintenant à une méthode un peu plus forte, la méthode des moyennes carrées généralisées. Alors, donc ça c'était une introduction. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit techniquement? Ce qu'on va faire ici, on va exécuter notre modèle. Et lorsqu'on va exécuter le modèle, je vais te montrer comment tu fais déjà pour voir s'il y a autocorrélation des erreurs. S'il y a autocorrélation des erreurs, comment on fait pour détecter cela? Et à la suite, on va voir comment on pourra faire pour corriger cette autocorrélation des erreurs. Donc, on va commencer par faire on va commencer par regarder un peu déjà l'entête de cette base-là, puisque donc, c'est une base, c'est les dates, tu vois, 1, 2, 3 jusqu'à, je crois, 20 observations et 5 variables. Donc, bon, ici, le Y et inst1, inst2, inst3, c'est des variables, c'est des observations qui ont été simulées. C'est un exercice en réalité. Je ne veux pas vraiment qu'on se casse la tête. C'est un truc simple que je voudrais te montrer pour que tu puisses comprendre. Ça y est. Alors, donc, on va exécuter notre modèle. On va faire lm Y. Ça y est, qu'on va régresser sur inst1, plus inst2 plus inst3. Ça y est, et notre base de données, ça va être θ1. Simple quoi. Et puis quand on fait un summary de ce fit là, tu vas voir ce qui se passe ici de façon très simple. Tu vois, on a un modèle qui est cool, bien déterminé. Regarde, tous les coefficients sont statistiquement significatifs. Tous les coefficients sont statistiquement significatifs. Les variables que nous avons dans le modèle expliquent à 92,7% les variations dans Y. Le modèle est globalement significatif. C'est que a priori, quand tu vois le modèle comme ça, on va dire notre modèle n'est pas mal dans l'ensemble, n'est-ce pas? Il n'est pas mal dans l'ensemble. Seulement que si on s'arrête là, on va faire une petite erreur. On n'a pas vérifié si les hypothèses tiennent. Et puis ici, l'hypothèse qui nous intéresse, c'est l'hypothèse donc de
l'autocorrélation des erreurs. Alors, la première chose qu'on peut déjà faire, c'est de voir visuellement. Donc, lorsque tu finis de faire ton modèle, il faut toujours avoir ce réflexe-là de diagnostiquer et de regarder si le modèle tient la route. C'est un truc de routine qu'il faut vraiment faire. Je t'exhorte à le faire. Ça y est, qu'il faut vraiment faire. Alors, pour ce qui est donc de l'autocorrélation des erreurs, on peut déjà regarder, visualiser. On va faire un plot des résidus. Donc, je fais un fit, on regarde les résidus. Ça y est. Bon, je vais changer un peu. Je vais mettre le point de caractère à 20, mettre la couleur au bleu. Je vais mettre ça au bleu. Et puis, quoi encore? On peut... Bon, je vais garder le type aussi. Je vais faire le type aussi à B. Pour qu'on puisse voir un peu à quoi ça ressemble, quoi. Voilà. Donc, en plus de ça, je voudrais aussi que on ajoute la ligne horizontale nulle. Je vais mettre la couleur au rouge. Simplement, bon, l'épaisseur de la ligne, mettons-la à 2. Et puis voilà. Donc, regardez, ce qui se passe ici, c'est de façon très simple. C'est un schéma classique. C'est un schéma classique de l'autocorrélation des erreurs. Tu vois, ce trend qu'on a là, c'est un schéma classique. Quand tu vois un trend comme ça là, ça te montre de façon déjà classique qu'il y a autocorrélation des erreurs. Et puis regarde ce que c'est deux cas. C'est deux cas. Si tu as un trend comme cela, c'est deux cas. C'est que soit tu vois ici, on a le premier point qui est positif, le deuxième point qui est positif, le troisième est négatif, 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 et ensuite positif, positif, et ensuite négatif, négatif, et ensuite positif. Et tu vois, quand tu as ce pattern-là, quand tu as cette forme-là, ça y est, on dira qu'il y a autocorrélation positive. C'est qu'il y a des plus, des moins, des plus, des moins, autocorrélation positive. Alors que si tu avais un truc du genre, le premier point, il est positif, le deuxième est négatif, le troisième est positif, le quatrième est négatif. Et si tu as un truc comme ça qui oscille autour du zéro, là, c'est pourquoi j'ai fait la droite et rouge qui est là, pour montrer par rapport au zéro, quoi. Quand ça oscille comme ça, là, il y a autocorrélation négative. De toute façon, il y a autocorrélation. Maintenant, quand tu n'as pas ce pattern-là, ou que c'est comme ça, ou bien que ça descend comme ça, quand tu n'as pas ce pattern, dans ce cas, tu diras a priori qu'il n'y a pas autocorrélation. Mais la visualisation seule ne suffit pas. Il faut aller faire des calculs. Ça y est, il faut faire des calculs pour confirmer généralement toutes ces choses-là. Et puis, deux méthodes très utile sauf à nous. La première, c'est le test de Durbin-Watson. On le connaît, n'est-ce pas? Et le deuxième test, c'est le test de Brush-Godfrey. On est d'accord? Le test de Brush-Godfrey, ces tests qui sont des tests qui sont très classiques et qu'on peut implémenter rapidement dans R. Donc, je te montre comment on fait cela. Dans la librairie Cars, dans la librairie Car que j'appelle, ça y est, tu appelles la librairie Car, ça y est, il y a une commande qu'on appelle Durbin-Watson test. Voilà, c'est le Durbin-Watson test. Donc, quand tu appelles la librairie K, tu écris Durbin-Watson test, tu passes seulement ton fit dedans, quoi, le modèle dedans. Et puis, ça te renvoie le test de Durbin-Watson. Ça y est. Alors, le test de Durbin-Watson est un test qui est très classique, hein, seulement que c'est un test qui est limitatif. Il est limitatif dans le sens où il y a de façon technique, il y a quelques conditions qui doivent être remplies pour que le test puisse tenir la route. D'abord, il faut que les données soient sérielles, comme on l'a ici là. C'est l'année 1, l'année 2, l'année 3. Il faut que ce soit comme ça. Ça ne doit pas être en coupe instantanée. Ça fait premièrement. Il faut qu'on ait plus de 15 ou 20 observations, un truc comme ça. Plus de 15 observations, un truc comme ça. Et il faut aussi une troisième condition. Là. Voilà, il ne prend pas plus d'un lag. Donc, quand tu fais un truc de Durbin-Watson, tu dois être sûr que tu es en train de tester l'autocorrélation de d'ordre 1, un truc comme ça. Donc, c'est un peu limitatif, ça y est. C'est pour cela que Brush et Godfrey ont travaillé, ont étendu un peu le test. Alors, regarde ce qu'on a ici. On a le lag 1 qui nous donne d'office cela. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il nous donne le coefficient d'autocorrélation. Il nous dit que ça fait 0,38. Il le calcule pour nous. Bon, enfin, je vais te montrer encore quelque chose tout à l'heure. Je te montrerai tout à l'heure, ça y est. Mais tu vas voir l'avantage de ceci. Et puis, il nous donne aussi la statistique de Durbin-Watson et la p-value. Bon, je vais te dire deux ou trois choses à propos de ces choses-là. Mais il faut aussi savoir qu'il y a la librairie LMTest, je crois. La librairie LMTest qui fait aussi ce travail-là. Là, tu utilises des Watson Test, voilà, LMTest, et puis tu passes le feed. Simplement. Donc, il t'envoie aussi les mêmes résultats. Alors, la différence ici, c'est quoi? La différence, je vais commencer par la p-value. Quand tu utilises la librairie CAS, la p-value
est générée par un bootstrapping. Donc, le petit truc ici, c'est que quand tu vas refaire le test, par exemple, tu peux avoir une différente p-value. Elle ne change pas énormément, mais ça bouge un peu, quoi, parce que c'est du bootstrapping. On est d'accord? Donc, ça, c'est le petit truc. Mais ça, généralement, ça ne fausse pas la conclusion. Ça y est. Allez, on a la statistique de test qui est la même chose que celle qu'on a avec des Watson tests dans LMTest. Ça y est. On a la p-value, donc la p-value qui est près de 0 ici, 0. Ça y est. Et on a, mais l'avantage que nous donne l'autre, c'est qu'il nous donne le coefficient d'autocorrélation. Dans la librairie CAS, la commande nous donne le coefficient d'autocorrélation. Alors que ici, si tu utilises LMTest, il ne te donne pas le coefficient. Donc, il faut aller encore prendre les résidus, prendre leur lag. Je vais te montrer comment on fait ça dans une autre capsule certainement. Et tu régresses l'un sur l'autre pour pouvoir avoir le coefficient. Ici, la commande dans la librairie CAS te donne directement cela. C'est un avantage, on est d'accord. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? La p-value est inférieure à 0,05. Donc, on rejette l'hypothèse nulle. Ça y est, qui de ρ égale à 0. L'hypothèse nulle, c'est ρ égale à 0. L'hypothèse alternative, c'est ρ qui est supérieur à 0 ou bien différent de 0. Ça dépend des auteurs, mais supérieur à 0, on est d'accord. Donc, on rejette cette hypothèse nulle-là. On retient l'hypothèse nulle et on prend l'hypothèse alternative et on conclut donc que dans notre modèle ici, il y a bien une autocorrélation des erreurs. On conclut cela. Et puis c'est la même chose que nous dit la statistique dans DW test dans la librairie LMTest. Ça y est. Alors maintenant, il y a le fait que parfois on peut se dire, bon, pas seulement l'erreur d'hier, mais l'erreur d'avant-hier aussi peut-être donc on va voir un ordre 2. Ça y est. Avec l'ordre 2, la Durbin-Watson ne nous permet pas d'aller dans ce sens-là. Donc, on va utiliser Brush Code Free. Ça y est. Donc, on va faire un test de Brush Code Free test. C'est le BG test. Ça y est. Et on passe notre fit simplement. Et on lui précise l'ordre qui nous intéresse. Donc, on va dire par exemple ordre 1. Si on fait ça est fit order 1 et on exécute. Tu vas voir qu'on aura presque la même conclusion que précédemment parce que l'ordre c'est le même quoi. Donc quand je suis à l'ordre 1, quand je fais un test de Brush Code Free à l'ordre 1, c'est comme si je suis en train de faire un test de Durbin-Watson. On est d'accord? C'est quand l'ordre dépasse 1 que ça devient plus intéressant. Alors donc regarde ici, on a un Brush Code Free test for serial correlation order 1. Maintenant, oui, ici, avec Durbin-Watson, c'est une statistique de Durbin-Watson qui est calculée. Alors que lorsqu'on fait un test de Brush Code Free, c'est un LM test qu'on a. Le truc est très simple, hein, c'est une régression qu'il faut faire. Il faut prendre le R carré que tu multiplies par N. Bon, je vais faire, si tu veux, dans d'autres capsules, je vais faire un zoom sur ces tests-là, comment ils sont calculés, ainsi de suite. Pour toi, il n'y a pas de souci à ce niveau. On est d'accord. Et on a la p-value qui est de 0,04. 0,04, oui. Donc, tu vois, c'est légèrement inférieur à 0,05. Ça nous permet quand même déjà de rejeter l'hypothèse nulle et de conclure à l'autocorrélation des erreurs. Et puis dans la même logique, on peut faire BG test. Ça y est, le test de Brush Code Free. On fait un fit. Ça y est, on précise l'ordre à 2. Voilà, donc lorsqu'on précise cela, tout le reste tient la route. Hein. Il y a le LMTF qui est là et la p-value. Tu vois, dans ce cas, la p-value est de 0,05. En japonais, on dit que c'est giri-giri, quoi. C'est au giri-giri. Et puis quand c'est comme ça, généralement, il faut rejeter l'hypothèse nulle. Ça y est, on peut rejeter l'hypothèse nulle. Ou encore carrément, on va se tabuler sur l'ordre 1. Ça y est, et on rejette l'hypothèse nulle et on va conclure qu'il y a autocorrélation dans notre modèle. Alors, là, avec ce qu'on a vu, la représentation graphique qui nous confirme cela, et puis les tests qu'on vient de faire qui nous confirment cela, on va dire dans le cas de notre exercice, dans ce cas de ce petit modèle qu'on a mis en place là, qu'il y a bien autocorrélation des erreurs. Et lorsqu'il y a autocorrélation des erreurs, tu vois, le modèle dont on a commencé par parler ici, notre fit qu'on a fait initialement là, ça y est, où on disait que le modèle semble être bon. En réalité, ça ne tient plus. Parce que quoi? Parce que la méthode des moindres carrés ordinaires ici, c'est vrai que l'estimation des paramètres que ça nous donne n'est pas biaisée. C'est que l'estimation des paramètres n'est pas biaisée. Mais l'estimateur n'est plus à variance minimale. C'est ça le problème. Et on connaît déjà ça. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, il faut regarder la vidéo précédente. J'ai parlé un peu de ces choses-là. Ça y est, ça va te donner une idée. Donc, ici,
et l'estimateur n'est pas à variance minimale. Alors qu'on aurait, on sait que pour que le modèle tienne la route, il faut que l'estimateur, quand on est en train d'estimer les paramètres, l'estimateur soit à variance minimale. Ça y est, pour que ça puisse être un bon modèle. Et donc, puisqu'il y a ce petit problème qui est là, on ne peut plus compter sur la méthode des moindres carrés ordinaires. Donc, ce modèle ici, là, c'est 0. Ce modèle ne tient pas la route. Ça y est, ce modèle qui est là n'est pas un bon modèle, bien qu'il semble être joli. Il n'est pas un beau modèle, il y a un problème à ce niveau. Et donc, il faut passer à un autre estimateur qui est l'estimateur des moindres carrés généralisés, dont je vais te parler dans une autre capsule. Et je sais que mon ami Issa, que je salue d'ailleurs depuis la France, ne va pas me dire le contraire. Alors, si tu as aimé, abonne-toi et puis mets un pouce sur cette capsule, partage avec tes amis et en attendant, porte-toi bien. Moi, c'était Lulus depuis le Japon. Merci beaucoup.